Pâques, la maison sentait encore le romarin et le beurre chaud. Le repas venait de s'achever. Par la fenêtre entr'ouverte, on entendait les cloches de Saint-Malo, étouffées par le vent du large. La table, couverte d'une nappe claire, gardait les traces d'un déjeuner de famille. Miettes de pain, verre à moitié plein, coquilles d'œufs en sucre éparpillées. Je rangeais distraitement les assiettes, heureuse de la voir là, ma fille Claire, après des mois de silence poli. Elle était venue avec ses 2 enfants, Émile et Lucie, débordant de rire et de chocolat. Elle-même, 45 ans, portait son éternel tailleur gris et ce parfum trop sérieux pour un jour de fête. Elle parlait peu. On aurait dit qu'elle était venue accomplir un devoir, celui de faire Pâques chez maman, comme on coche une case dans un calendrier. Je sentais depuis le début une tension dans l'air, une prudence dans ses mots. J'en connaissais le goût, ce mélange de reproches et de fatigue. Les enfants étaient partis jouer dans le jardin. Nous étions seuls à présent, face à face, la lumière d'avril sur la nappe. « Tu veux du café, ma chérie ?» ai-je demandé en versant dans la cafetière italienne. « Oui, merci. » Silence. Le café montait lentement, dans ce bruit familier de vapeur et de promesses. Je me suis assise en face d'elle. Son regard se promenait sur la pièce comme si elle visitait un lieu étranger. « Tu as changé les rideaux, » dit-elle enfin. « Oui, cela laisse mieux passer la lumière. » « Tu es toujours obsédée par la lumière, maman, et par l'ordre. » Sa voix s'est durcie. J'ai levé la tête, surprise. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Rien. Juste que tout ici doit être à sa place. Même les gens. » J'ai voulu sourire, dévier, comme toujours. « C'est toi qui dis ça. Toi qui fais des plannings pour tout, jusqu'à la lessive. » Elle a posé sa tasse un peu trop fort. « La différence, c'est que moi je range pour respirer. Toi, tu ranges pour contrôler. » La phrase m'a glacée. Elle a ce don de trouver les fissures. Je n'ai rien répondu. J'ai pris une serviette, essuyé la table déjà propre. Tu vois, elle a haussé le ton. Toujours à corriger, à effacer, à lisser. Même nos vies, tu veux les repasser. Claire, pourquoi tu dis ça? On passait un bon moment. Un bon moment? Tu crois qu'on passe un bon moment quand on se sent observé? J'ai 45 ans, maman, et quand je viens ici, je redeviens une gamine notée sur 10. Je l'ai regardée, interdite. Ce n'est pas vrai. Je t'aime, c'est tout. Non, tu juges, c'est différent. Puis, sans prévenir, la phrase a jailli, nette, violente. Tu n'as jamais été une mère, seulement une juge. Le silence qui a suivi a tout avalé. Même le vent dehors s'est arrêté. Je l'ai vu se lever d'un geste brusque, attraper son sac. Les enfants, alertés, sont revenus du jardin, leurs mains pleines de chocolat fondu. « On y va », a-t-elle dit sans me regarder. Je suis restée debout, le torchon à la main. « Tu pars déjà ?»« Oui. » Avant qu'on s'étouffe toutes les deux, elle a appelé les enfants, rassemblé les manteaux. Dans sa hâte, son coude a heurté le buffet. Une petite boîte en fer blanc, ma boîte est tombée au sol. Elle a roulé, s'est couchée contre le carrelage, renversée, mais fermée. La porte a claqué. Les vitres ont tremblé. Puis plus rien. Je suis restée là, le cœur battant, la tête vide. La pendule, seule, osait encore parler. Je voyais la boîte, immobile, un peu cabossée. Je ne l'ai pas ramassée tout de suite. Je crois que j'ai murmuré. Seulement une juge. Ces mots tournaient dans la pièce comme un insecte piégé. Je me suis assise lentement. Ma main cherchait quelque chose à faire. J'ai ouvert le tiroir du secrétaire, pris mon petit carnet à couverture bleue. Il y avait déjà tant d'années de silence dedans. J'ai écrit, d'une écriture hésitante. Je ne comprends plus ma fille. Le point final tremblait un peu. J'ai refermé le carnet, posé le stylo, et seulement alors j'ai ramassé la boîte. Elle était tiède. J'ai passé le doigt sur le couvercle. Dedans, je savais ce qu'il y avait. De vieux mots d'amour, des lettres de Claire enfant, un dessin de fête des mères, une mèche de cheveux, et quelques phrases que je n'avais jamais eu le courage de lui dire. Je l'ai remise sur le buffet, au même endroit, comme on remet le cœur à sa place. Puis je suis restée longtemps là, à écouter le silence. Un silence sans colère, mais lourd d'une question sans réponse. À quel moment une mère cesse-t-elle d'être une mère pour devenir le miroir qu'on accuse? Dehors, les cloches se sont remises à sonner. Je me suis levée, lentement.
Le vent venait de la mer, il sentait le sel et la cendre. Et sur la nappe, les miettes luisaient encore sous la lumière de fin d'après-midi, traces d'un repas qu'on ne reprendra plus jamais tout à fait. Saint-Malo, dans les années 80, n'avait pas encore cette allure de carte postale. Les façades portaient encore les cicatrices de la mer et du vent, les rues sentaient le goémon et la pluie froide. C'est là que j'ai commencé ma vie de femme, trop jeune, trop confiante, croyant que le bonheur se construit à coups de volonté. J'avais 22 ans quand j'ai épousé Paul. Il travaillait au port, solide, silencieux, les mains toujours couvertes de sel et de cordes. Nous n'avions rien, sinon un amour naïf et un 2 pièces donnant sur les remparts. Le soir, nous dînions à la lumière d'une ampoule nue et rions des fuites du robinet. Puis, à 27 ans, Claire est arrivée minuscule, bruyante, le poing fermé sur la vie. Elle a tout changé. Son rire remplissait la maison comme un vent chaud. Le matin, je posais sur la table ses tartines de confiture et le sucre collait à ses joues. Elle dessinait sur les murs, couvrait les cahiers d'encre bleue et je me disais que j'avais réussi, qu'une existence pouvait tenir dans ces gestes minuscules. Mais le bonheur, à Saint-Malo, n'a jamais été durable. Un matin de janvier, la mer a pris Paul. Une tempête, une erreur, un silence. J'avais 35 ans, un manteau noir trop lourd pour mes épaules, et une fillette de 8 ans qui me demandait sans cesse « Il est où, papa ?» Je n'ai jamais su répondre autrement que « Il est parti au large ». Les années qui ont suivi furent des années de fer et de lumière. De fer, parce que tout pesait. Le travail, les factures, la solitude. De lumière, parce qu'il y avait Claire. Je suis devenue secrétaire dans un petit cabinet d'avocats. Les journées commençaient à 8 heures, finissaient à 10 à 7. Je tapais des lettres sur ma machine Olivetti, je classais, je corrigeais. Le soir, je rentrais dans notre appartement froid, j'allumais une bougie pour économiser l'électricité et je lisais à Claire des pages de La Comtesse de Ségur ou de Hugo. Parfois, elle s'endormait sur mes genoux avant la fin du chapitre. Je n'ai jamais su si j'étais une bonne mère, mais j'étais une mère présente. Je recousais ses manteaux, surveillais ses devoirs, lui préparais des goûters maison quand d'autres enfants rentraient avec des biscuits industriels. Chaque été, je l'emmenais à Dinard, 3 jours, pas plus. Nous dormions dans une pension de famille, la fenêtre ouverte sur la mer. Elle ramassait des coquillages qu'elle rangeait dans une boîte à chaussures. Moi, je la regardais courir sur le sable, les bras ouverts, comme une promesse que la vie pouvait recommencer. Mais les enfants qu'on protège trop finissent par chercher l'air ailleurs. L'adolescence a tout érodé. Elle s'enfermait dans sa chambre, écoutait des chansons anglaises, claquait les portes. Ses cahiers autrefois couverts d'encre étaient devenus des champs de bataille, des mots raturés, des notes en chute libre. Je lui demandais « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle répondait « Toi ». Un soir, elle est rentrée tard, le visage fermé. Je l'attendais dans le salon, la lampe allumée. Tu aurais pu prévenir. Tu aurais pu faire confiance. Je me souviens de la colère dans ses yeux. C'était la première fois qu'elle me regardait comme une étrangère. Après cela, j'ai fait ce que font les mères blessées. J'ai redoublé d'efforts. Plus de règles, plus de cadres, plus de peur de la voir tomber. Mais la rigueur, chez moi, sonnait comme du jugement. Et un jour, elle m'a dit « Je n'ai pas besoin d'une surveillante ». Cette phrase m'a suivie toute la nuit. Pourtant, entre les heures, il y avait encore de la lumière. Je la revois, 10 à 7 ans, accoudée à la fenêtre, les cheveux dans le vent. Elle riait. Elle riait encore. Et je me disais, elle ne sait pas que je l'aime plus qu'elle ne pourra jamais me le reprocher. Des années plus tard, quand elle a quitté la maison pour ses études, j'ai gardé tout ce qu'elle laissait. Ses dessins d'enfants, ses cahiers d'école, les coquillages de Dinard. Je les ai mis dans une boîte en fer blanc ornée de petites fleurs bleues, la même qui, des décennies plus tard, tomberait du buffet sans s'ouvrir. Aujourd'hui encore, quand je ferme les yeux, je revois nos débuts. Le froid du matin, le bruit de la machine à écrire, le rire de Claire au bout du couloir, l'odeur du pain grillé et du café qui monte. Et je me surprends à murmurer une phrase que je n'ai jamais su dire à temps. Je t'aime, mais je ne sais pas comment te le dire sans trembler. Les années ont filé comme des feuilles au vent. Claire s'est mariée, a quitté Saint-Malo pour Rennes, et la maison s'est vidée d'un seul souffle. Les murs gardaient encore son rire d'enfant, mais sa voix s'en était allée. Au début,
Elle téléphonait chaque dimanche, des conversations rapides, hâtives, sur le ton poli de ceux qui surveillent l'horloge. Puis les appels sont devenus mensuels, puis saisonniers, puis presque rien. Je notais les dates, au début, comme on note les marées. Appel du 3 février, 3 minutes. Message vocal le 14 juin, enfant enrhumé. J'avais peur d'oublier le son de sa voix. Les anniversaires ont suivi le même chemin. Des SMS automatiques, parfois une carte achetée à la hâte. Les cadeaux sont devenus impersonnels. Un foulard trop jeune, un coffret de savon, un chèque sans mots doux, le geste sans la présence. J'ai souri pourtant. Je disais, c'est la vie moderne. En réalité, c'était la vie éloignée. Un jour, en hiver, je lui ai téléphoné pour lui dire que le toit fuyait, que je pensais vendre la maison. Elle a répondu sèchement, « Maman, ne te mêle pas de notre vie, s'il te plaît. » Elle n'avait rien compris. C'était de la mienne que je parlais. J'ai raccroché sans bruit. Et ce soir-là, j'ai ouvert ma boîte en fer blanc, celle des souvenirs de Claire, la même que j'avais gardée depuis Dinard, depuis ses rires d'enfant. À l'intérieur, il y avait déjà ses dessins, ses lettres à maman chérie, les coquillages qu'elle ramassait sur la plage. J'y ai ajouté ce SMS imprimé, plié en 4. Puis j'ai refermé la boîte. Les jours suivants, j'ai continué. Chaque mot blessant, chaque silence, chaque message froid devenait un petit papier plié. Je les glissais dans la boîte comme d'autres déposent des prières. Je n'ai jamais voulu les jeter. On ne jette pas les traces de ce qu'on aime. Le carnet de couture, posé sur la table près de la lampe, est devenu mon témoin muet. Entre 2 patrons, entre 2 ourlets, je notais « Pas d'appel ce mois-ci ». Message pour les fêtes, emoji cœur sans texte. Lucie malade, mais je ne l'ai su que par Facebook. Je cousais en silence. L'aiguille montait, descendait, sans jamais percer le cœur. Parfois, le téléphone sonnait tard. Sa voix pressait. « Maman, je ne peux pas parler longtemps, on est au restaurant. » Ou bien, « Je t'appellerai demain. » Mais le demain ne venait pas. Je me suis habituée à ce vide poli, à cette absence courtoise. On ne se disputait plus. On ne se parlait plus non plus. Et c'était pire. Quand je recevais des photos de mes petits-enfants, les gâteaux d'anniversaire, les premières rentrées, je les imprimais et les rangeais dans la boîte. C'était ma façon de rester près d'eux, même sans invitation. Je les regardais grandir à travers du papier glacé, comme on regarde une vie derrière une vitre. Un soir de décembre, j'ai eu la tentation de l'appeler à nouveau. J'ai composé le numéro, puis effacé. Je me suis fait un thé, j'ai ouvert mon carnet. J'ai écrit. Le silence aussi a une voix, celle qu'on n'entend plus. La maison autour de moi était intacte, ordonnée trop peu, être. Tout y avait sa place, sauf elle. Je parlais parfois à haute voix pour tromper le vide. Claire, tu te souviens des tartines à la confiture? Mais la question restait suspendue, comme une couture non terminée. Les voisins disaient « Votre fille travaille trop. C'est la génération pressée. » Je hochais la tête. En vérité, je savais que ce n'était pas le travail, mais la distance du cœur. Un jour de printemps, en ouvrant la boîte pour y glisser un nouveau papier, j'ai remarqué que le métal s'était terni. Je l'ai frotté doucement, avec un chiffon, comme on caresse un visage ancien. Sous la lumière, j'ai vu mon reflet déformé sur le couvercle. Je me suis dit, nous sommes devenus cela, elle et moi, 2 silhouettes dans un métal froid. Et j'ai ajouté, dans mon carnet, en lettres droites, on ne se dispute plus. On ne se parle plus non plus. C'est pire. Cette phrase, je ne l'ai jamais relue sans trembler. Elle résumait tout la pudeur, l'orgueil, la blessure. Je ne savais plus laquelle de nous deux avait commencé à se taire. Mais je savais qu'à force de ne rien dire, on avait fini par se perdre dans ce silence si poli qu'il ressemblait à l'oubli. L'hiver où tout a basculé, je suis tombée malade. Rien de spectaculaire au début, une fatigue diffuse, un vertige en montant les escaliers, une toux persistante. Puis, un matin, en préparant mon café, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Le mug s'est brisé, le silence a suivi. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais à l'hôpital, branchée, entourée d'odeurs, de désinfectants et de linge propre. Les jours suivants se sont mêlés dans une brume de perfusion et de bilan. À Saint-Malo, les infirmières ont ce ton doux et pragmatique qui rassure.
On m'appelait Madame Clairette, sans savoir que ce prénom-là me brûlait encore la bouche. Claire est venue le 3e jour. Je l'ai vue apparaître au bout du couloir, tailleur sombre, manteau fermé jusqu'au cou. Elle portait un bouquet de tulipes jaunes, sa manière à elle de dire qu'elle se souvenait encore un peu. « Comment tu te sens ?» demanda-t-elle, en regardant à peine le lit. « Mieux. C'est une pneumonie, rien de grave. » Elle hocha la tête, déposa les fleurs dans un vase en plastique. Il y eut un long silence. Puis elle sortit un papier plié de son sac. « J'ai reçu ça. C'est toi ?» C'était une copie de procuration, le document par lequel j'avais confié la gestion de mes papiers à Maître Lebray, le notaire de la famille. J'avais pris cette décision, après un malaise précédent, par prudence, pour éviter le désordre si quelque chose m'arrivait. Je n'avais pas imaginé qu'elle le verrait autrement. « Tu veux me déshériter ?» dit-elle d'une voix étranglée. J'ai eu un sursaut. « Comment peux-tu penser ça ?» C'est juste une mesure de précaution, pour éviter que tout soit en désordre. Tu n'as jamais eu confiance en moi. Même maintenant, tu préfères t'en remettre à un étranger plutôt qu'à ta propre fille. Les mots tombaient comme des pierres. Ce n'est pas une question de confiance, Claire, mais de clarté. Maître Lebray m'aide depuis des années, il sait. Il sait quoi? Il sait mieux que moi ce que tu veux? Elle s'est levée, la main crispée sur la hanche de son sac. Tu crois que je veux ton argent? J'ai respiré lentement, cherchant mes mots, la gorge serrée. Non, je crois que tu ne veux plus de moi. Un silence a coupé la pièce en deux. Elle a détourné le regard, puis s'est dirigée vers la porte. Repose-toi, a-t-elle dit. On parlera plus tard. Mais le ton disait jamais. La porte s'est refermée doucement, sans bruit, mais j'ai senti le fracas. 2 jours plus tard, Maître Lebray est venu me rendre visite à l'hôpital. Un homme d'une 60aine d'années, discret, costume gris, sourire fatigué. Il a posé sa serviette sur la table et m'a regardé avec une bienveillance contenue. « J'ai eu votre fille au téléphone, m'a-t-il dit. Elle croit que vous préparez une donation qui l'exclut. » J'ai fermé les yeux. Je ne voulais pas de mal. Je voulais simplement éviter les complications si je ne pouvais plus gérer seul. « Je sais, » répondit-il doucement. « Mais les malentendus familiaux sont parfois plus puissants que la loi. » Il a ajouté, presque pour lui-même. « Les testaments ne trahissent pas toujours, madame. Ce sont les silences qui blessent. » Ces mots m'ont transpercé. Il avait raison. J'avais trop souvent laissé le silence expliquer à ma place. Quand il est parti, il m'a laissé une enveloppe. C'est la copie de votre dossier. Gardez-la. Peut être qu'un jour, vous la lui montrerez vous-même. Après une semaine, je suis rentrée chez moi. La maison m'a accueillie comme une convalescente qu'elle ne reconnaît plus. Tout était trop propre, trop calme. Les hortensias séchées dans le vase semblaient attendre une parole. Sur la table, j'ai trouvé une lettre. Un simple mot de Claire, écrit d'une écriture nette. « Je ne veux pas de ton héritage. Je veux seulement qu'on arrête de me tenir à distance. » Aucune signature, aucune tendresse. Je l'ai pliée, lentement, et glissée dans la boîte en fer blanc. Une de plus. J'ai pris mon carnet et écrit. Elle croit que je la rejette. Elle ne sait pas que je la protège. Les jours suivants, pas d'appel, ni message, ni visite. Les voisins passaient, m'apportaient des gâteaux, des journaux, mais la seule voix que j'attendais restait absente. Maître Lebray m'appela un matin. « Votre fille a annulé son rendez-vous. Elle ne veut plus me parler non plus. » Je m'en doutais, ai-je murmuré. « Je peux essayer de lui écrire, lui expliquer. » « Non, ai-je coupé doucement. Laissez. Parfois les lettres ne font que rouvrir les plaies. » J'ai raccroché, puis je suis restée longtemps immobile, la main sur le téléphone. Le soleil entrait par la fenêtre, dessinant sur le mur la trace des rideaux. J'ai pensé à tout ce que j'avais transmis, la rigueur, la pudeur, la peur du désordre, et je me suis dit que peut-être, je lui avais appris à se taire trop bien. Ce jour-là, j'ai compris que je venais de perdre plus qu'un héritage, un lien. La loi, elle, réparait les papiers, mais aucun notaire ne saurait rétablir la voix d'une fille qui ne répond plus. J'ai ouvert la boîte, pris un des petits papiers pliés, et au dos, j'ai écrit d'une main tremblée. « Je n'ai jamais voulu te déshériter, Claire. J'ai seulement voulu que tout reste en ordre quand je ne serai plus là. » Puis je l'ai ajouté aux autres, refermant doucement le couvercle. Le métal a claqué comme un seau, et j'ai su que, cette fois,
C'était le cœur qui venait d'être enregistré au registre des choses perdues. Les nuits ont recommencé à être longues, plus longues qu'avant. La maladie s'était retirée, mais elle avait laissé derrière elle une fatigue sans nom, un vide qu'aucune visite, aucun médicament ne pouvait combler. La maison, redevenue silencieuse, respirait à peine. Le tic-tac de l'horloge semblait battre plus fort que mon propre cœur. Sur la table de la cuisine, un thé froid attendait depuis des heures. La lampe vacillait, jetant une lumière jaune sur la nappe fleurie. Au mur, la photo de Claire adolescente me regardait. 6 ans, cheveux tirés, sourire forcé. C'était le jour de son bac. J'avais pris la photo juste avant qu'elle parte, persuadée qu'elle me pardonnerait un jour d'avoir été exigeante. Elle ne m'avait jamais pardonné cette photo-là. Tu choisis toujours le pire moment pour me figer, m'avait-elle dit. Je me suis surprise à lui parler à voix haute, comme on s'adresse à un souvenir. Suis-je trop fière ou trop blessée pour tendre la main? Ma voix s'est perdue dans le silence. Sur le buffet, la boîte en fer blanc attendait, fidèle et close. Son couvercle portait les marques du temps, un peu terni, un peu cabossé. Elle contenait désormais plus de papier que de souvenirs. Des années de silence pliées en 4, je l'ai ouverte doucement. L'odeur du métal chaud et du papier jauni s'est mêlée à celle du thé refroidi. Il y avait les lettres jamais envoyées, celles que j'avais écrites pendant son adolescence, pendant son mariage, après les disputes. Certaines commençaient par ma chérie, d'autres par Claire, selon le degré de douleur. Aucune ne s'était aventurée jusqu'à la boîte aux lettres. J'en ai déplié une. L'encre avait pâli. Je te trouve dure, mais c'est peu. Être moi qui ne sais plus être douce. J'ai peur de mal t'aimer. Je l'ai relu 3 fois. Chaque mot vibrait d'un regret muet. J'ai compris que toute ma vie, j'avais écrit à contretemps. Il était presque minuit quand j'ai pris une nouvelle feuille. Cette fois, je n'ai pas commencé par ma chérie. J'ai écrit simplement « Je veux te dire les choses que je n'ai jamais su dire autrement qu'en silence ». Les phrases sont venues lentement, comme des pas sur une plage de nuit, hésitants mais déterminés. Je t'ai souvent jugé, c'est vrai, parce que j'avais peur de te perdre. Je t'ai protégé trop fort, jusqu'à t'étouffer. J'ai confondu autorité et amour. Et maintenant, je paye le prix de ma prudence. Tu crois que je ne ressens rien, mais c'est parce que tout en moi tremble dès que je prononce ton nom. J'ai plié le papier, soigneusement, et l'ai glissé dans la boîte. Puis j'en ai pris un autre, et un autre encore. Les nuits suivantes se sont remplies de ces confessions écrites. Chaque soir, j'allumais la lampe, préparais un thé, ouvrais la boîte, je choisissais un souvenir, une phrase, une blessure, et je la transformais en mots. Ce n'était pas une correspondance, mais une couture de l'âme. Je ravaudais les déchirures, fil après fil. Parfois, je m'interrompais pour regarder la photo sur le mur. Je lui demandais « Tu lis ce que j'écris ?» Et dans le silence de la maison, j'entendais presque une réponse. Les lettres s'empilaient. Certaines parlaient de mes peurs. J'avais peur que tu fasses les mêmes erreurs que moi. D'autres de mes regrets, j'aurais dû te dire plus souvent que j'étais fière de toi. Et d'autres encore, de mes manques. Je t'ai aimé maladroitement, mais sans pause, sans condition. Un soir de vent fort, j'ai ouvert la fenêtre. Le rideau a dansé dans la lumière. Je me suis approchée du buffet et posé la main sur la boîte. Elle était tiède, presque vivante. Je me suis dit, elle bat. C'est mon cœur qui bat dedans. J'ai compris alors que cette boîte n'était plus seulement un réceptacle à douleur, mais une mémoire respirante. Chaque mot que j'y glissais devenait un battement, un pardon, une respiration. J'ai écrit cette phrase dans mon carnet. La boîte devient le cœur que je n'ai jamais su ouvrir. Puis j'ai ajouté, plus bas, si un jour elle l'ouvre, elle saura tout. Les nuits suivantes furent plus légères. Je me surprenais à sourire en écrivant. Je notais les petits détails qu'elle aurait dû connaître. Le chat du voisin vient dormir sur la terrasse. Les hortensias sont repoussées. Je rêve souvent que nous marchons à Dinard. Ce n'étaient plus des confessions, mais des ponts invisibles. Le matin, quand je relisais mes papiers, j'avais la sensation étrange de converser enfin avec elle, d'une manière que la parole m'avait toujours refusée. Une nuit, pourtant, la fatigue a repris le dessus. Je n'ai pas pu écrire. Je me suis assise, la tête dans les mains, et j'ai murmuré « Claire, tu ne liras peu, être jamais tout ça. Mais au moins, j'aurais parlé quelque part.
La lampe s'est mise à clignoter, puis la lumière s'est stabilisée. J'ai cru entendre la mer au loin, comme une réponse douce. Alors j'ai pris le dernier papier du tas, et j'ai écrit d'une écriture lente, tremblée. Je ne te demande pas de m'aimer, seulement de comprendre que je t'ai aimé à ma manière. Je l'ai plié, placé sur le dessus des autres, et refermé le couvercle. Le bruit du métal a résonné dans la pièce, comme un battement de cœur. J'ai posé ma main dessus et j'ai murmuré « Bonne nuit, ma fille ». Puis j'ai soufflé la lampe. Le thé sur la table avait refroidi depuis longtemps, mais l'air, lui, semblait plus chaud. Et dans l'obscurité, pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi sans rêve en paix, au rythme de ma boîte qui respirait doucement sur le buffet. Je suis retourné voir Maître Lebreuil un matin de février, dans ce froid clair où les trottoirs brillent encore du givre de la nuit. Son étude donnait sur la place de la mairie, et l'odeur du café venait du couloir. Tout semblait comme avant le même silence, le même bureau en chêne ciré, mais moi, je n'étais plus la même. Il s'est levé quand je suis entrée, avec cette politesse des gens qui savent qu'on vient leur confier un poids. « Madame Dubreuil, je suis heureux de vous revoir. Comment allez-vous? » « Mieux, merci. Enfin, disons, plus lucide. » Je me suis assise, les mains sur mon sac. Il a posé devant moi un stylo, son grand registre, puis a attendu que je parle. Je n'ai pas tourné autour du sujet. Je voudrais ajouter une clause à mon testament. Très bien. Quelle nature de clause? J'ai sorti un petit papier de mon carnet, soigneusement plié. Ma fille trouvera une boîte dans le buffet. Elle y trouvera tout ce que je n'ai pas su lui dire. Il a lu lentement, puis a levé les yeux vers moi. Son regard n'était pas celui d'un juriste, mais d'un homme. « Vous savez, madame, a-t-il murmuré, parfois, une boîte vaut mieux qu'un héritage. » Cette phrase m'a fait sourire, malgré moi. « Alors consignez-la, maître. Que la loi sache au moins que j'ai voulu laisser des mots, pas seulement des murs. » Il a hoché la tête, noté la clause à la plume, puis m'a tendu un petit trousseau. Et la clé? Je l'ai sortie de mon sac, attachée à un ruban bleu. La voici. Je vous la confie. Si je ne peux pas la lui remettre moi-même, ce sera vous. Il l'a prise, doucement, comme on prend un secret. Je la garderai en sûreté. Puis il a ajouté, après un silence. Vous préparez la paix, madame. C'est le plus bel acte notarié que j'ai jamais rédigé. En sortant, l'air de la rue m'a semblé plus doux. Les vitrines brillaient, la mer n'était pas loin. J'ai marché lentement jusqu'à la cabine téléphonique du port. Là, j'ai composé un numéro que je connaissais par cœur, celui de Mireille, mon amie d'enfance, la seule qui ait traversé avec moi les années de fer et de lumière. Sa voix m'a immédiatement réchauffée. « Mireille, j'ai besoin de toi comme témoin. »« De quoi donc? Tu te maries ?» a-t-elle ri. « Non, je me réconcilie. » Elle est venue dans l'après-midi, le pas ferme, le manteau trempé par la bruine. Nous avons bu un café dans la cuisine, comme autrefois. Je lui ai expliqué la clause, la boîte, la clé confiée au notaire. Elle m'a regardé longtemps, puis a posé sa main sur la mienne. « C'est bien toi, ça. Tu ne cries pas, tu écris. Tu ne demandes pas, tu laisses trouver. Je ne veux pas d'effusion. Juste qu'elle sache un jour que tout n'était pas silence. » Mireille a signé un petit papier attestant qu'elle avait entendu ma volonté. Puis, avant de partir, elle a ajouté « Tu verras. Quand la vérité se cache dans une boîte, la vie finit toujours par l'ouvrir. » Le soir, j'ai repris mon carnet vert. J'ai noté d'une écriture plus assurée qu'à l'accoutumée. Ce n'est pas la mort que je prépare. C'est la réconciliation. Je suis restée un moment à regarder la phrase, la plume encore posée sur le papier. Le vent venait de la mer, un vent salé, vivant. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas eu peur du lendemain. J'avais remis les choses à leur juste place. La loi pour protéger, l'amitié pour témoigner et l'amour pour attendre. Les mois ont passé, paisibles en apparence. Les hortensias avaient refleuri, la mer se faisait plus douce. J'écrivais toujours, moins pour guérir que pour respirer. Puis, un matin de mai, tout s'est de nouveau effondré. Un vertige, une chute dans la salle de bain, et ce goût métallique du sang dans la bouche. J'ai eu à peine le temps d'attraper le téléphone avant que tout devienne flou. On m'a retrouvé sur le carrelage froid, la boîte aux lettres entr'ouverte, une lumière grise dans la maison. À l'hôpital, les jours se confondirent dans une clarté blanche. Les voix, les pas, les machines, tout se mêlait. J'entendais parfois mon prénom,
parfois celui de Claire, comme un rêve lointain. C'est Maître Lebray qui l'avait prévenu. Il l'avait appelé sans me demander, conscient que le temps pressait. Quand Claire arriva, elle entra dans la chambre comme on franchit un seuil entre deux mondes. Elle portait une écharpe bleue, son visage avait changé fatigué, mais moins dur. « Bonjour, maman », murmura-t-elle. Je l'ai regardée sans pouvoir parler. Mes lèvres bougeaient à peine, mais mes yeux disaient tout. Elle s'est assise près du lit, a pris ma main. Je ne savais pas que c'était si grave. Je voulais lui dire que ce n'était pas grave, que le plus grave, c'était ce que nous avions laissé mourir entre nous. Mais je n'ai pas eu la force. Elle resta un long moment silencieuse, à m'observer. Puis elle se leva, hésitante. « Je dois rentrer un instant à la maison ?» Maître Lebray m'a parlé d'une boîte. Je fermais les yeux. Le moment était venu. La maison l'attendait, immobile, un peu poussiéreuse. Sur le buffet, dans la lumière du soir, la boîte en fer blanc reposait, fidèle à sa place, couverte d'une fine pellicule de poussière. Claire l'a reconnue immédiatement, celle qu'elle avait renversée, des années plus tôt. Elle l'a pris dans ses mains. Le métal était froid, lourd, chargé d'un poids qu'elle ne pouvait pas nommer. Elle souffla dessus, chassa la poussière, puis fit sauter le couvercle. À l'intérieur, des lettres pliées, soigneusement datées, remontant parfois à 20 ans en arrière. Elle les sortit une à une, de petits papiers, certains tachés de thé, d'autres froissés, d'autres encore à l'encre presque effacée. Elle en ouvrit une au hasard. L'écriture de sa mère, fine, penchée, reconnaissable entre toutes. « Tu m'as sauvée plus d'une fois sans le savoir. J'ai voulu te protéger de tout, et je t'ai protégée même de moi. » Claire porta la main à sa bouche. Ses doigts tremblaient, elle lut encore. « J'ai confondu exigence et amour. Je t'ai voulu forte, et j'ai oublié d'être tendre. Si un jour tu lis ces mots, c'est que j'aurais trouvé le courage de me taire autrement. » Les larmes vinrent sans qu'elle puisse les retenir. Elles tombaient sur les pages comme de petites taches rondes, mêlant l'eau et l'encre, brouillant les frontières entre passé et pardon. Puis elle découvrit les photos d'enfance. Elle, petite fille, sur la plage de Dinard, tenant la main de sa mère. Un dessin d'elle-même avec un soleil maladroit et une phrase écrite en majuscule. « Pour ma maman, que j'aime jusqu'à la mer. » Elle s'assit. Le silence de la maison lui répondit. Chaque papier qu'elle dépliait ouvrait une fenêtre dans sa mémoire. Le goût du pain chaud, les lectures du soir, la voix ferme mais rassurante de celle qu'elle croyait si dure. On frappa à la porte. C'était Maître Lebray, le chapeau à la main, la voix basse. « Mademoiselle Claire ?» Elle essuya ses yeux, acquiesça sans mot. Il posa sur la table un petit trousseau, celui attaché au ruban bleu. « Votre mère m'avait demandé de vous remettre ceci. » « La clé ? » ?»« Oui, celle de la boîte. Elle voulait que vous la lisiez avant tout, avant même de parler d'héritage. Elle disait « Les mots sont ma vraie succession. » Il la regarda un instant, ému de la voir ainsi, entourée de feuilles, d'encre et de souvenirs. Puis il ajouta « Je crois que vous avez trouvé ce qu'elle voulait vraiment vous transmettre. » Claire hocha la tête. Elle ne pouvait plus parler. Elle caressa du bout des doigts la clé, puis la posa sur le couvercle ouvert. Le métal brilla sous la lumière du soir, comme une bénédiction tardive. Elle resta là longtemps, jusqu'à la nuit, à relire, à pleurer, à sourire aussi parfois. À chaque mot, la distance s'effaçait un peu. Ce qu'elle avait pris pour de la froideur, elle le voyait maintenant comme de la pudeur. Ce qu'elle avait pris pour de la dureté, elle comprenait que c'était de la peur, celle d'une mère seule qui voulait trop bien faire. Quand elle referma la boîte, ses mains ne tremblaient plus. Elle prit la clé, la serra contre son cœur et murmura « Je t'ai retrouvée, maman, enfin. » Puis elle éteignit la lumière, laissant dans le salon cette boîte ouverte, remplie non pas de regrets, mais d'une paix fragile qui, pour la première fois, avait le goût du pardon. La chambre d'hôpital baignait dans une lumière d'hiver, cette clarté blanche et pâle qui ne réchauffe rien. Le bruit régulier des machines dessinait une respiration artificielle, comme un cœur prêté. Claire entra doucement, le pas hésitant, la main crispée sur son sac. L'odeur d'antiseptique lui monta à la gorge. Elle n'avait pas revu sa mère depuis des mois, et tout à coup, la distance des années lui sembla absurde, presque indécente devant ce corps allongé, si petit dans les draps. Sur la table de chevet, un gobelet vide,
une paire de lunettes et un carnet fermé par un élastique. Dans le lit, sa mère dormait, la respiration courte mais régulière. Ses cheveux gris, fins, semblaient flotter sur l'oreiller. Claire s'approcha lentement, craignant de troubler ce calme précaire. Elle s'assit sur la chaise au bord du lit, la même que d'autres avaient sûrement utilisée avant elle, visiteurs, enfants, veufs. Elle prit la main de sa mère. Froide au début, mais encore vivante. Le silence s'installa. Pas celui de la colère, ni celui de la peur, un silence plein, dense, comme si chaque minute réparait quelque chose d'invisible. Elle murmura « J'ai lu la boîte, maman ». La main dans la sienne bougea imperceptiblement. Un léger sourire, à peine esquissé, passa sur le visage fatigué. Les paupières frémirent, sans s'ouvrir. Claire crut entendre un soupir, ou peu, être un mot qu'elle n'avait pas eu le temps de saisir. Alors elle parla plus fort, comme on parle à un rêve. « J'ai tout lu. Tes lettres, les photos, le dessin. Je ne savais pas. Tu as écrit tout ce que je refusais d'entendre. Et maintenant, je comprends. » La respiration de sa mère se fit plus lente, plus douce. Claire resta là, sans bouger, toute la nuit. Elle ne voulait plus partir. Le bruit des pas dans le couloir, les infirmières, le bourdonnement des lampes, tout cela n'avait plus d'importance. Elle tenait la main de celle qu'elle avait fuie, comme si le temps pouvait se renverser rien qu'en serrant les doigts. Le lendemain matin, le soleil filtra entre les lames du store. Une lueur dorée se posa sur les draps, sur le visage pâle. Les paupières de la vieille femme s'ouvrirent lentement. Claire, les yeux rougis, se redressa. « Maman ?» Un souffle, à peine audible. « Tu es là ?»« Oui. »« Je reste. » Sa mère tourna un peu la tête, cherchant le visage de sa fille. Ses yeux semblaient plus clairs, lavés de tout reproche. La voix était fragile, presque un fil. « Alors tu m'as comprise ?» Claire sentit les larmes lui monter, brûlantes, immédiates. Elle serra plus fort cette main qui lui échappait depuis des années. Enfin, oui. Les mots s'étaient libérés d'eux-mêmes, simples, sans effort. Et dans ce oui, il y avait tout. L'enfance, les colères, les silences, les lettres pliées, les années perdues. Sa mère ferma les yeux, un sourire au coin des lèvres. Ce n'était pas la joie, mais quelque chose de plus rare. La paix. Elles restèrent ainsi, main dans la main, à écouter ensemble le souffle du temps, comme si le monde avait cessé d'exister autour d'elles. Pas de grands discours, pas de promesses. Juste une présence. L'infirmière entra, silencieuse, déposa un verre d'eau, puis repartit en refermant la porte avec douceur. La lumière avait changé, plus douce, presque dorée. On aurait dit qu'elle enveloppait la chambre comme une bénédiction. Claire se leva, marcha un peu, ouvrit la fenêtre pour laisser entrer l'air marin. Le vent portait une odeur d'iode et de sel, la même qu'autrefois, à Dinard, quand elle était enfant. Elle sentit une larme couler sur sa joue, lente, tiède. Elle la laissa tomber sur le drap, sans chercher à l'essuyer. Cette larme-là, c'était peu, être leur dernière conversation. Elle revint s'asseoir, caressa le front de sa mère. La peau était fine, presque transparente. « Tu sais, j'ai gardé la clé. » Un souffle, un murmure. C'était ton cœur, la clé. Claire baissa la tête. Elle ne répondit pas. Elle n'en avait plus besoin. Tout avait été dit, ou plutôt, tout avait été compris. L'après-midi, la fatigue retomba sur la pièce comme une couverture. La mère dormait, paisible. La respiration régulière, les traits détendus. Claire resta près d'elle, incapable de s'éloigner. Elle ouvrit son sac, en sortit la photo d'elle enfant, celle trouvée dans la boîte. Claire, 8 ans, robe à fleurs, tenant la main de sa mère sur la plage. Elle la posa doucement sur la couverture, juste au-dessus de leurs mains jointes. Les larmes vinrent à nouveau, silencieuses, glissant sans résistance. Elles tombèrent sur la photo, s'y mêlant, y traçant une empreinte d'eau. Elle murmura « Pardonne-moi de ne pas avoir su te voir, maman. Pardonne-moi d'avoir confondu ton amour avec tes peurs. » Aucune réponse. Mais la main, dans la sienne, se referma un peu, comme un signe. Claire ferma les yeux à son tour. Le battement régulier du moniteur accompagnait leur silence, comme une musique lointaine, un souffle partagé. Et là, dans cette lumière douce de fin de journée, il n'y eut plus ni faute, ni rancune, ni mots. Seulement 2 femmes, mère et fille, réunies enfin dans ce qui, après tant d'années,
ressemblait à de l'amour le vrai, celui qu'on ne dit plus. Elle serra un peu plus fort la main de sa mère. Et, d'une voix presque enfantine, elle murmura « Dors, maman. Tout va bien maintenant. » La vieille femme bougea légèrement la tête, un sourire paisible effleurant ses lèvres. Puis, lentement, la pièce reprit son calme. Le silence se fit à nouveau. Mais cette fois, c'était un silence de paix, celui qu'on entend quand les cœurs, enfin, se reconnaissent. Je suis sortie de l'hôpital un matin pâle, l'air encore humide de pluie. J'étais faible, mais vivante. Chaque pas semblait peser autant qu'un souvenir. Claire m'attendait devant la porte, un manteau posé sur les épaules, le regard attentif. Elle m'a aidé à monter dans la voiture, sans un mot. Le moteur a démarré, et la route vers Granville s'est ouverte devant nous, grise, mouillée, belle malgré tout. Je me souviens de la première vision de la mer, large, étale, d'un bleu qui pardonne. Elle scintillait entre deux nuages, comme si elle m'accueillait elle aussi. Claire m'avait trouvé un petit appartement face au port, à l'étage d'une maison blanche. Un balcon, 3 pièces, et des volets bleus écaillés par le sel. Rien de luxueux, mais de la lumière, du silence et l'odeur du large. Tu verras, maman, ici tu respireras mieux. Elle disait ça comme une promesse ou comme une prière. Les premiers jours furent hésitants. Je dormais beaucoup, marchais peu. Claire venait chaque matin, m'apportait le café encore fumant, un croissant tiède. Nous buvions en silence, mais un silence apaisé, non plus celui de la peur. Parfois, elle lisait à voix haute un article du journal. Parfois, je lui racontais mes rêves étranges, faits de vagues et de voix d'autrefois. Devant la fenêtre, j'avais placé un pot d'hortensias bleues. Ils penchaient sous le vent, comme moi, mais ils tenaient debout. Je les arrosais chaque soir, comme un rituel. La mer, au loin, nettoyait ce que les années avaient rouillé. Très vite, nous avons retrouvé une habitude ancienne, écrire. Mais cette fois, nos mots ne servaient plus à corriger, ni à justifier. Ils servaient à relier. Sur la table de la cuisine, un petit panier de cartes postales attendait toujours. Nous écrivions des phrases simples. Le port est magnifique aujourd'hui. Le chat du voisin dort sur le rebord. Je me souviens de la confiture d'abricots que tu faisais. Nous nous écrivions l'une à l'autre, parfois même en étant dans la même pièce. Une carte déposée dans une tasse, une note sur le frigo, un mot sous une assiette. Ces papiers remplaçaient les disputes, les justifications, les excuses. Ils étaient notre langage retrouvé. Claire m'aidait aussi à marcher jusqu'au marché du samedi. Je choisissais les poissons, elle portait le panier. Nous rions parfois, maladroitement, de notre lenteur commune. Et dans ces rires, il y avait quelque chose de neuf, de fragile, mais vrai. Un après-midi, elle est entrée avec un objet dans les bras. La boîte en fer blanc, celle du buffet, celle de toute une vie. Elle l'a posée sur la table. « Tu veux que je la garde ici ?»« Oui, » ai-je répondu doucement. Mais maintenant, elle servira à autre chose. J'ai ouvert le couvercle. Les lettres étaient toujours là, rangées, silencieuses. J'en ai sorti une, datée de 1998, lue à mi-voix. « Je t'aime sans savoir le dire. » Claire m'a interrompu, la main sur la mienne. « Laisse-les, maman. Elles ont fait leur travail. » Alors nous avons décidé ensemble que la boîte serait notre nouvelle mémoire. Nous y mettrions, désormais, les mots d'aujourd'hui, des cartes postales, des recettes, des listes de courses, des pensées du matin, des traces de vie ordinaire, pas des regrets des preuves de présence. Le premier mot qu'elle y a glissé disait simplement « À demain pour le café ». Je l'ai relu plusieurs fois, comme une bénédiction. Dans mon carnet vert, je n'écrivais plus mes peurs, mais mes renaissances. Chaque jour, je notais une phrase. Aujourd'hui, j'ai marché jusqu'au phare. J'ai ri en épluchant des pommes. La mer sentait le savon et le sel. Les pages se remplissaient de lumière, non plus de solitude. Je découvrais une autre forme d'amour, celle qui ne réclame plus rien, qui regarde juste le présent avec gratitude. Un matin, Claire est arrivée plus tôt que d'habitude. Elle a ouvert les volets, la lumière a inondé la pièce. « Regarde, maman. Il fait beau. On dirait que la mer t'appelle. » Nous sommes sortis ensemble sur le balcon. Le vent nous décoiffait. Les mouettes tournoyaient au-dessus du port. Elle m'a pris la main, sans un mot. Et là, dans ce silence de mer et de vent, j'ai compris que tout était lavé. Les blessures, les jugements, les silences. La mer,
immense et simple, avait tout emporté. Ne restait que nous deux femmes liées par des mots retrouvés et des matins neufs. Le soir, j'ai ouvert la boîte. J'y ai glissé un dernier papier. Ce n'est plus une boîte à secrets, c'est une boîte à vie. Puis j'ai refermé doucement le couvercle. Le métal a claqué, clair, comme un cœur régulier. Et j'ai écrit dans mon carnet, à la date du jour, Granville, Renaissance. La mer lave ce que les années ont rouillé. 1 an a passé. Les saisons ont tourné autour de Granville comme autour d'un phare. L'hiver a été doux, le printemps parfumé d'iode et d'hortensias, l'été éclatant de rires d'enfants sur le port. J'ai vieilli sans le redouter, un peu plus lente, un peu plus sereine. Les matins sont devenus mes compagnons préférés. Le café chaud, la mer en face, et Claire dans la cuisine, qui fredonne souvent sans s'en rendre compte. Ce matin-là, l'air était limpide. Le ciel s'ouvrait comme une page neuve. Je me suis installée sur la chaise du balcon, le carnet sur les genoux, la boîte en fer blanc ouverte à côté de moi. Le vent faisait voler quelques papiers, les nouvelles cartes postales, les listes de recettes, les mots qu'on s'écrit encore, juste pour le plaisir de se répondre. De la cuisine, j'entendais le bruit familier des tasses, la radio qui grésillait sur une chanson ancienne, et le rire de Claire. Un rire clair, léger, qu'elle n'avait plus depuis des décennies. Je me suis surprise à sourire, les larmes aux cils. C'était ce rire-là que j'avais tant attendu, celui qui ne juge plus, qui pardonne sans discours. J'ai pris mon stylo. C'était le même que j'utilisais dans les années de solitude, celui dont l'encre s'est mêlée autrefois à mes regrets. Mais aujourd'hui, il n'écrivait plus pour réparer, il écrivait pour transmettre. Sur la première page du carnet, j'ai noté « Granville 1 an après ». Le silence n'est plus un mur, c'est un souffle. Le pardon, c'est aussi un héritage. Puis les mots ont coulé d'eux-mêmes, simples, sans artifice. Je t'ai élevé comme j'ai pu, avec mes maladresses et mes peurs. Tu m'as appris la patience à travers nos colères. J'ai compris trop tard que l'amour ne se mesure pas en conseils, mais en présence. Aujourd'hui, ton rire vaut tous les testaments. Si un jour tu relis ces lignes, sache que ma plus grande victoire, ce n'est pas d'avoir eu raison, c'est d'avoir retrouvé ta main. Je me suis arrêtée un instant pour regarder la mer. Elle était d'un bleu apaisé, presque silencieux. Les vagues semblaient respirer à mon rythme. Chaque va-et-vient effaçait un peu plus les années de distance, comme si le sel savait lisser les cicatrices. Je me suis penchée vers la boîte à secrets, celle qui avait été mon cœur enfermé. À l'intérieur, les lettres anciennes côtoyaient désormais les papiers d'aujourd'hui. Des cartes de marché, des recettes de crêpes, des mots griffonnés par Claire, et même un dessin de mon petit-fils, un soleil énorme qui riait. La vie, encore une fois, avait rempli le vide. J'ai pris une feuille blanche, la dernière. J'ai écrit lentement, avec le soin de ceux qui signent une paix définitive. Je n'ai plus besoin d'être comprise pour exister. J'ai ma parole, ma fille, et le vent du large. Les mots s'étaient posés sur le papier, avec une évidence tranquille. Je les ai relus sans trembler. Ils disaient tout ce qu'il restait à dire quand les blessures ont cessé de saigner. Le vent s'est levé. Il faisait danser les rideaux derrière moi. La mer, au loin, s'était mise à briller sous la lumière de midi. Je sentais son souffle venir jusqu'à moi, comme un murmure ancien. Dans la cuisine, Claire riait encore. Elle parlait avec le voisin du dessus, celui qui lui apportait du poisson frais. Je distinguais sa voix claire, ses pas, le tintement d'un couteau sur le bord d'un verre. Chaque son me semblait un remerciement discret, un signe que la vie, patiemment, avait tout remis à sa place. Je refermai doucement le carnet. Le cuir grinça un peu sous ma main. Je le posai dans la boîte, au-dessus de tout le reste, un cœur refermé sur la paix retrouvée. Puis, regardant l'horizon, j'ai murmuré, sans chercher à être entendu. Le silence peut aussi être une forme de justice. Non pas le silence des rancunes, ni celui des fuites. Mais ce silence-là, celui qui clôt une histoire sans fracas, qui pardonne sans témoin. Celui qui dit « tout est accompli, tout est compris ». Je suis restée là longtemps, à écouter la mer respirer. Chaque vague semblait répondre à ma phrase, comme un écho bienveillant. Le vent passait dans mes cheveux, frais et doux, comme une main. Je n'ai pas bougé. Quand Claire est sortie sur le balcon, elle a posé une main sur mon épaule. « Tu écris encore ?»« Non », ai-je répondu. « Je termine. »
Elle s'est assise près de moi, son épaule contre la mienne. Nous avons regardé ensemble la mer, sans rien dire. Les mouettes tournoyaient, le ciel s'ouvrait. Et, dans ce silence partagé, je me suis dit que c'était peu, être ça, la vraie justice. Laisser le vent emporter les mots trop lourds, et ne garder que ceux qui savent aimer.